J'ai déjà un track parce que ça reprend comme en 14. On est reparti avec le même track. Alors, bon, je vous avouerai que je me posais la question de savoir combien de victimes j'aurai cette année. Vanitas vanitatum, on espère toujours avoir une salle comble. Vous me ravissez, c'est très gentil à vous. Et j'espère que je ferai honneur à votre fidélité et à votre intérêt. Donc, comme je le disais, c'est reparti comme en 14. Nous allons parler... pardon. Ah, c'est pas la bonne. Si. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous allons parler des années 20, des années 1820. Mais je pense qu'il est utile, du moins pour moi, de nous rafraîchir la mémoire, de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons fait l'année dernière, pour rappeler certains points qui me paraissent importants d'un point de vue purement historique, pour avoir un suivi, parce qu'après tout, je n'attends pas de tout un chacun d'être un spécialiste de l'histoire ottomane, donc un peu de chronologie, un peu de contextualisation ne peut pas faire de mal, mais aussi pour insister sur certains points de méthode, certains points théoriques qui me paraissent importants et qui, en gros, nous suivront tout au cours de ce cours, tout au cours de l'année et les 3 années qui suivent, je l'espère. Puisque nous travaillons dans la continuité, et cette continuité, elle est évidemment procurée par une sorte de chronologie qui régit la manière dont j'ai pensé ce cours. Je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler que le thème central est celui de l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Et nous avons commencé avec le XVIIIe siècle en nous posant des questions sur la nature et l'influence des relations entre les Ottomans et les Européens et les Occidentaux au XVIIIe siècle. Et à la fin de cette série de cours, j'espère que nous arriverons au XXe siècle. Pour ne rien vous cacher, l'année dernière, lorsque j'avais commencé, j'avais préparé mon premier cours pour en arriver au moins aux années 1850. Quelle naïveté! Nous n'en sommes arrivés qu'à 1820, à la suite de 6 séances d'1h30 chacune. Mais il y a une raison pour cela, c'est que j'ai adopté, j'ai épousé une certaine manière de faire, et j'en parlerai dans un instant, qui consiste à me faufiler, à broder entre le général et le particulier et d'essayer autant que possible d'étayer mes arguments par des cas particuliers, des études de cas qui illustrent et qui permettent de réfléchir un peu dans un contexte beaucoup plus précis, en partageant des documents, de réfléchir à certaines questions qui nous sont posées par le récit à long terme de cette histoire ottomano-occidentale, ottomano-européenne. Donc, pour rappeler un peu le contexte de ce que nous avons fait l'année dernière, le contexte est donc celui de l'Empire ottoman et de l'Occident, mais avec, bien sûr, l'argument que ces relations partent non pas de néant, mais partent de bien peu, ou du moins qualitativement de quelque chose qui reste assez superficiel, et qui, au fur et à mesure, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, atteint un niveau, une intensité et un impact qui sont excessivement importants. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai ajouté au titre qui, en fait, étant historien de l'Empire ottoman, aurait dû s'en tenir à l'Empire ottoman et l'Occident, j'ai ajouté la Turquie, parce que la Turquie, déjà, c'est l'Empire ottoman pour la plupart des gens du XIXe siècle. Vous savez comme moi que l'usage du terme turc pour décrire, alors, soit
parfois des musulmans, soit des Ottomans, est une pratique occidentale qui remonte pratiquement à la fin du Moyen Âge. Donc déjà, les Byzantins et les Italiens ont utilisé ce terme pour décrire des gens qui n'avaient de turc qu'une vague origine ethnique et surtout une appartenance linguistique. Mais au XIXe siècle, tout le monde, y compris les Ottomans, lorsqu'ils pratiquent la langue internationale de l'époque, qui est le français, utilise le terme de Turquie pour décrire l'Empire ottoman. D'autant plus que, et je pense en avoir parlé l'année dernière, les Ottomans, du moins jusqu'au XIXe siècle, n'ont pas vraiment un concept d'empire. Ils parlent d'État, devlet. C'est l'État, c'est aussi la fortune, donc il y a une ambiguïté là qui est assez intéressante, mais cet État, il n'est jamais qualifié vraiment d'ottoman avant le XIXe siècle, lorsque les Ottomans, sous l'influence justement de cette culture occidentale et de la culture politique qui leur est peu à peu imposée, mais aussi suggérée par l'Occident, vont commencer à parler de leur propre devlet en tant que devlet aliyye osmaniyye, ce qui se traduit très joliment par l'État sublime ottoman. Et c'est là qu'on retient donc le sublime, puisque c'est quand même un empire, c'est un empire qui se concentre sur le pouvoir d'un individu à qui l'on attribue une paternité en quelque sorte de l'État, mais que l'on qualifie de plus en plus d'ottoman, alors qu'à l'époque, on n'en ressentait pas le besoin pour la bonne et simple raison qu'on ne pensait pas en termes territoriaux, et qu'un empire, c'est un peu comme la Chine, un empire se suffit à lui-même et par conséquent n'a pas besoin de se définir par distinction des autres. Quand on dit l'État sublime, ça suffit à décrire ce qui est pour tous les sujets du sultan, ou du moins pour l'administration telle qu'elle se conçoit, la manière dont les sujets sont censés voir l'État, qui suffit donc à définir, à décrire, à identifier l'Empire. Mais ainsi que je vous le disais, les relations entre l'Empire ottoman et l'Occident ne font que s'intensifier au fur et à mesure. Et là, il y a une question de base qui est celle d'essayer d'éviter, et ça aussi, je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, ce qu'on appelle la téléologie, donc de télos en grec, qui veut dire la fin, c'est-à-dire le fait de construire ces arguments historiques avec une connaissance et avec le désir, l'objectif d'atteindre la fin, c'est-à-dire de justifier la fin de ce récit, puisque toute histoire est récit, et que par conséquent, on veut avoir une sorte d'homogénéité, de cohérence dans le récit, et évidemment, c'est humain, on a toujours, quand on a vu la fin du film, et que l'on raconte le film, on ne peut pas se dessaisir en quelque sorte de la connaissance que l'on a de ce que l'on pense être la fin. Or, la fin, ça n'est qu'une possibilité, qu'une probabilité parmi tant d'autres. Et donc la téléologie, c'est cette déformation humaine qui est pratiquement inévitable, mais que la méthode peut apprendre à circonvenir, cette déformation qui veut que l'on construise son argument historique à rebours, en quelque sorte, non pas avec l'ignorance et la curiosité de ce qui est à venir, mais plutôt avec la connaissance de ce que l'on pense être la fin logique de l'histoire. Et par conséquent, dans le cas particulier qui nous intéresse, le problème de base est que l'Empire ottoman, l'occidentalisation telle qu'on la voit au XIXe siècle, est un phénomène tellement prenant, tellement présent, tellement imposant, que l'on finit par chercher des arguments en amont
qui vont dans le sens, qui vont nourrir une sorte de suite logique de phénomènes, d'événements qui vont vers l'occidentalisation, vers une sorte de réussite d'un projet civilisationnel. Or, le problème, c'est que le XVIIIe siècle ne s'explique pas de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le XVIIIe siècle à une sorte de statut de préambule, de prélude au XIXe siècle, en allant à la cueillette pratiquement des événements, des phénomènes que l'on pense aller dans le sens d'une modernisation, d'une occidentalisation telle qu'on les verra au XIXe siècle. Au contraire, il y a énormément de phénomènes qui vont dans un sens tout à fait contraire, ne serait-ce que la curiosité qu'ont les Ottomans du monde oriental, la Perse, l'Iran, l'Inde, au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où on leur attribue des velléités d'occidentalisation en se fondant sur des cas très particuliers, des événements très particuliers, tels l'ambassade que j'ai déjà citée, l'ambassade de Yilmaz Mehmed Çelebi en France en 1720, à qui l'on attribue une sorte de paternité de l'occidentalisation par l'émulation de certaines formes architecturales, industrielles, l'imprimerie, dans les années 1720-1730. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des phénomènes qui convergent, vous en avez qui divergent, et par conséquent, le travail de l'historien est d'éviter justement un discours, un récit linéaire, univoque, et de voir où justement la complexité se situe et comment la réalité historique est en fait bien plus compliquée, bien plus complexe et bien plus intéressante que la plupart des récits un peu comprimés et un peu simplistes ne le suggèrent. Autre problème que j'ai évoqué l'année dernière, c'est celui de l'actualité. Le fait que la Turquie, en ce moment, est en train de passer par ce que je qualifierais d'un mauvais moment pour utiliser un euphémisme. Et ce mauvais moment, il est fait de deux phénomènes. Du côté turc, la montée de l'autoritarisme, mais surtout du nationalisme, enfin la remontée, puisque le nationalisme n'a jamais été vraiment absent de la politique turque, la montée du nationalisme et sa combinaison, et c'est là que le phénomène est quelque peu nouveau, avec une insistance, un accent sur le fait religieux, sur l'islam, sur l'identité religieuse de la population turque, fait que le gouvernement, et au sein du gouvernement, le grand maître de la politique turque, c'est-à-dire Erdogan, utilise très fréquemment, abuse souvent de l'histoire pour promouvoir une certaine vision de leur politique. Ce qui fait que l'historien se retrouve un peu en porte-à-faux puisqu'il est amené à s'occuper de choses qui ne devraient pas être vraiment de son ressort. Un des aspects, c'est bien sûr de prendre la défense de ce que je considère être ma discipline, l'histoire, et par conséquent relever tous ces abus qui sont faits du fait historique, du récit historique, par des velléités politiques. Encore une fois, ça n'est guère une nouveauté en Turquie, puisque depuis la création de la République, la Turquie s'est nourrie d'histoire, ou du moins d'histoire réécrite à des fins politiques pour définir, justifier le fait politique et pour former une nation
cohérente et essayer d'effacer les différences, les disparités existant d'un point de vue ethnique, religieux, culturel au sein de cette nation. Ça, dans les années 30, on le sait bien, c'était un peu l'obsession de tous les États-nations, quelque chose qu'ils ont hérité aux premiers exemples de nationalisation, de croissance de l'État-nation au XIXe siècle, c'est cette obsession de se créer une histoire nationale afin de nourrir le concept même de la nation. Dans le cas turc, kémaliste, dans les années 30, l'obsession était pour essayer de contourner, d'éviter l'Empire ottoman afin de se débarrasser de ce qui ne pouvait pas vraiment se détacher facilement de la perception qu'on avait de l'histoire ottomane, c'est-à-dire l'islam. Et par conséquent, pour laïciser le pays, pour laïciser le récit historique sur lequel reposait l'identité turque, le kémalisme est allé chercher ailleurs, en fait avant, est allé chercher dans la géographie anatolienne, puisque c'était le gros du territoire, d'autres sources d'identité allant, et ça je vous en ai déjà parlé, jusqu'à parler des Hittites comme des proto-turcs, tous les Hittites étaient turcs, etc. Ce qui devrait vous rappeler le phénomène qui aujourd'hui est quand même un peu passé, mais toujours un peu présent, celui de nos ancêtres les Gaulois, pour définir encore une fois la continuité de la nation dans le temps. Donc de ce côté, évidemment, l'historien qui se penche sur l'Empire ottoman se doit de défendre son territoire contre ses abus politiques. Mais il y a une seconde dimension qui est un peu plus dérangeante, c'est celle justement de la politisation de l'histoire et le fait que par conséquent l'historien, au-delà de la simple défense de sa discipline, de son territoire académique, scientifique, etc., est poussé de plus en plus à essayer d'interpréter le présent avec les clés fournies par le passé. Et ça, c'est très dangereux. J'en reparlerai dans un moment. C'est très dangereux parce que les parallèles établis entre une certaine période et le présent, entre des périodes qui sont séparées par des siècles parfois, ou ne serait-ce que des décennies, c'est un exercice extrêmement dangereux qui pêche par le risque qu'il y a de prendre des ressemblances pour des continuités, de prendre des corrélations pour des causalités, problèmes typiques de l'histoire, mais qui sont amplifiés par cette pression politique que ressentent les historiens qui sont en même temps citoyens et qui, par conséquent, ont une vision politique de ce qui se passe dans leur pays ou au-delà de leur pays et se trouvent happés, en quelque sorte, par cette logique un peu malsaine de la comparaison, de l'utilisation de l'histoire pour expliquer le présent. J'en reparlerai avec des cas particuliers. Enfin, savoir que un autre aspect, une sorte de phénomène de miroir, concerne les visions occidentale, ou du moins externe, exogène, de l'histoire ottomane, qui, elles, sont teintées non pas par le nationalisme, comme c'est dans le cas de la Turquie, mais par une idéologie qui est extrêmement puissante et qui survit, malgré toutes les critiques qui en ont été faites, celle de l'orientalisme. C'est-à-dire cette tendance à vouloir simplifier le phénomène, l'identité, l'histoire de l'Orient en lui retirant en quelque sorte la dynamique que l'on considère être en
quelque sorte le monopole exclusif de l'Occident. L'Occident fait mouvoir l'histoire. L'Occident est à l'origine de toutes les grandes transformations que l'on associe avec l'évolution du temps, l'évolution de l'histoire. Par conséquent, ce qui reste à l'extérieur de l'Occident est en quelque sorte anhistorique, manque de présence historique, manque de dynamiques historiques, est incapable de se mouvoir dans l'histoire, si ce n'est par le biais d'une influence externe qui, elle, est généralement occidentale. Donc cette vision d'un Orient figé dans le passé, incapable d'en sortir, se répétant sans cesse, c'est quelque chose qui modifie énormément et souille en quelque sorte la capacité de l'historien à attribuer à un phénomène historique non européen des dynamiques, une autonomie comparable à celle de l'Occident. Encore une fois, l'orientalisme a pris quand même des coups très durs, notamment avec la publication en 1978 de l'orientalisme d'Edward Said, mais il a quand même la vie assez dure. Il arrive quand même en Turquie comme en dehors de la Turquie, à dominer parfois le discours par cette tendance à simplifier, excessivement simplifier, trivialiser en quelque sorte la dimension historique du changement, des transformations des sociétés et des formes politiques en Orient. Donc le problème pour l'historien, c'est de naviguer en quelque sorte dans ces eaux troubles qui sont caractérisées par ces influences idéologiques qui ne sont pas vraiment scientifiques, qui sont extrêmement fortes et qui le poussent soit à tomber dans les pièges tendus par ces idéologies, ou alors à perdre un peu sa concentration sur la matière historique en essayant de gérer ces problèmes, en essayant de répondre sans cesse, de réagir à ces problèmes d'une nature idéologique. Comment faire? Comment est-ce que je propose d'éviter ces pièges? En gros, en naviguant à deux vitesses, si vous voulez. Et c'est là que je reprends un peu ce que j'évoquais au début de ma présentation. Je reprends l'idée de se faufiler entre une grande histoire, un récit général et des cas particuliers, et surtout de s'interroger sur certains cas pour essayer de voir, pour essayer d'éviter de tomber dans des platitudes ou alors dans des stéréotypes et des clichés qui sont extrêmement nocifs au développement d'une connaissance et d'une maîtrise de la matière historique. Donc, il faut à la fois éviter les pièges du nationalisme, mais il faut aussi les expliquer, puisque l'orientalisme n'est pas simplement une idéologie qui nuit à la formulation de la théorie historique, c'est aussi, pardon, c'est aussi un phénomène historique en lui-même. Et par conséquent, la naissance de l'orientalisme, le développement de l'orientalisme, l'interagissement entre l'orientalisme et la politique est quelque chose qui enrichit notre connaissance et la rend un peu plus sophistiquée, un peu plus critique du récit historique. C'est pareil pour l'orientalisme, donc nationalisme et orientalisme sont en quelque sorte les deux mamelles de l'histoire viciée qui domine les 19e et 20e siècles, mais on ne peut pas non plus les écarter complètement, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut donc essayer de gérer ce problème en se penchant dessus et en essayant d'en extirper une leçon qui pourrait contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire.
Donc, pour ce faire, je voudrais évoquer quelques principes qui me paraissent importants pour essayer d'encadrer en quelque sorte la manière dont nous parlerons et dont nous discuterons de l'histoire. D'abord, le fait que, et c'est une conviction, que le travail de l'historien, de l'historienne, ne se définit pas par une détermination à répondre à des questions, mais plutôt à en poser. Je le disais, je crois, à la fin de ma leçon inaugurale, l'essentiel n'est pas vraiment de répondre à des questions. C'est vraiment d'en poser et d'en poser des bonnes. Et ça, c'est un exercice que l'on ne fait pas assez pour la bonne et simple raison que l'on a tendance à pencher pour des questions qui peuvent être résolues, auxquelles on peut trouver des réponses plus ou moins concrètes. Or, je le dis toujours à mes étudiants, si vous avez un degré de certitude qui vous permet de répondre avec précision à une question, c'est que la question était bête. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est que la question était simple et qu'elle pouvait, par conséquent, provoquer une réponse qui pouvait se réduire à un oui, à un non, à une date, à quelque chose de concret. Alors, bien sûr, c'est inévitablement nécessaire. La chronologie, après tout, c'est bête et méchant, mais c'est utile, mais ça n'est pas de l'histoire. Le fait de pouvoir mettre une date sur un événement, même si on arrive à prouver que la date de tel événement, en fait, était tout autre que celle que l'on pensait, ça finit par être une correction d'une erreur basique, une erreur extrêmement simple qui n'apporte pas vraiment grand-chose à notre meilleure compréhension des phénomènes qui font le tissu, l'étoffe de l'histoire. Donc, je ne dis pas ça pour renier la chronologie, pour renier la géographie, pour renier la précision, mais simplement pour dire que ce sont deux choses tout à fait différentes. D'une part, vous avez en quelque sorte la technique, les technologies, la base documentaire de la connaissance historique, qu'elle soit chronologique, qu'elle soit ce que vous voulez, mais de l'autre côté, vous avez le questionnement. Et le questionnement, plus la question est bonne, plus la réponse sera difficile ou même absente. Et par conséquent, il ne faut pas se décourager, bien au contraire, il faut essayer autant que possible de pousser l'historien, pousser l'étudiant d'histoire à poser des questions et à essayer de résoudre la question, mais sans avoir cette illusion fort naïve et en fait assez nocive de penser que l'on puisse y apporter une réponse précise, unique. Le propre de l'histoire, c'est justement que non, la complexité, les strates de la vérité historique, du phénomène historique sont telles qu'il est pratiquement impossible de réduire l'explication d'un phénomène à un phénomène, à un événement ou à un agent, une personne, ce que l'histoire au XIXe siècle aimait pourtant beaucoup faire. Donc, la certitude, si vous voulez, pour moi, est l'apanage d'une perception très dogmatique, doctrinaire de l'histoire, une illusion de scientisme dans une discipline qui ne devrait pas revendiquer le même genre de rigueur que les sciences dites dures. Cela ne veut pas dire, et nous en reparlerons, que la méthode ne peut pas être scientifique. Ce sont deux choses différentes. La méthode scientifique critique, elle existe en histoire, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans des conditions de laboratoire, nous ne sommes pas dans une situation où il nous est donné de tester, pour avoir des résultats concrets, de tester les données historiques. C'est beaucoup plus complexe et, encore une fois, j'insiste sur cela, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est ce qui fait le charme de l'histoire, c'est ce qui fait que l'histoire peut être amusante, peut être intéressante et amusante. Pour ce qui est du phénomène politique, je donnerai un exemple qui va dans le sens de ces deux arguments
j'ai récemment, il y a à peine un mois, publié dans une revue américaine, une revue qui s'appelle The Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association. Donc c'est une revue, entre guillemets, scientifique qui traite d'histoire turque et ottomane, un peu comme ma chaire. J'ai publié un texte que j'ai intitulé Sultan Abdulhamid II, Founding Father of the Turkish State, point d'interrogation. Soit, en français, le sultan Abdulhamid II, père fondateur de l'État turc, point d'interrogation. Alors, c'est un essai, ce n'est pas vraiment un article, c'est plutôt un essai avec très peu de notes en bas de page, ce qui le rend plus aisé à lire. Mais c'est un essai et par conséquent, déjà, il y a une certaine liberté dans ce format qui m'a permis de pousser le bouchon, si vous voulez, en évoquant quelque chose qui était quand même assez dangereux, puisque associer le sultan Abdulhamid II, souverain de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, à la situation présente de l'État turc, c'était faire exactement ce que je critiquais, c'est-à-dire d'utiliser des comparaisons à travers les décennies et les siècles pour essayer d'expliquer le présent par le passé. C'était non pas, comme je vous le disais, un article de fond, un article de recherche, mais plutôt un essai. C'était en fait la transcription d'une conférence inaugurale que j'avais donnée lors d'un colloque qui s'est tenu en novembre aux États-Unis, l'année précédente, aux États-Unis, sur le thème de la censure et de la liberté de la presse sous Abdulhamid et sous Erdogan. Donc déjà, le colloque flirtait avec cette idée que l'on pouvait établir une comparaison entre la situation actuelle, dont on se plaint tellement, et celle que tout historien de l'Empire ottoman ou tout historien de la dernière période de l'Empire ottoman reconnaîtra comme étant la plus sévèrement autocratique et la plus restrictive en matière de liberté de la modernité ottomane. C'était tentant, c'était très politique, et par conséquent, j'ai fait ce que je vous disais il y a un instant, j'ai pris le taureau par les cornes, et je suis allé tout de go dans la direction de voir si l'on pouvait vraiment établir un tel parallèle entre la fin du XIXe et le début du XXIe siècle. Donc, c'est un titre qui est dangereusement simpliste et anhistorique, puisque, encore une fois, il prenait le pli d'une comparaison que j'aurais jugée extrêmement dangereuse si un étudiant me l'avait présenté comme un sujet de thèse. Mais je défendrai quand même ce titre. Après tout, si je l'ai publié, j'ai plutôt intérêt à le défendre, mais je le défendrai honnêtement par le point d'interrogation. C'est-à-dire que ce qui compte, ça n'est pas vraiment de faire... Ce qui compte vraiment, c'est de terminer cette phrase par un point d'interrogation, ce qui est une invitation à l'interrogation, une invitation à la discussion, une sorte de reconnaissance du fait qu'il y a là une sorte de raccourci qui pêche par les dangers de l'idéologie, du politique, etc., mais qui invite quand même ceux qui s'intéressent à la Turquie d'une part et à l'histoire ottomane de l'autre, de s'interroger sur la possibilité ou non et la manière dont on pourrait essayer de voir si ce que l'on observe aujourd'hui est un phénomène qui s'inscrit dans une certaine continuité, qui a des précédents qui peuvent être assez profondément ancrés pour justifier cette continuité, ou sinon, s'il s'agit vraiment d'une sorte d'accident, une sorte de ressemblance qui n'a pas vraiment de sens profond et qui devrait plutôt s'inscrire dans, disons, l'ère du temps. Puisque, il faut le reconnaître, c'est qu'en ce moment, partout dans le monde, on voit un phénomène assez
similaire d'un durcissement des politiques de l'État, une sorte de glissement vers la droite, une sorte de recours au populisme qui surprend ceux de ma génération qui, après la chute du mur de Berlin en 1990, étaient persuadés que l'État-nation battait de l'aile et que, en gros, une sorte de démocratie libérale était allait forcément s'implanter dans le monde libre, ou ce qui restait du monde libre, et que, par conséquent, on allait vers des printemps beaucoup plus prometteurs. Or, nous le voyons en Europe, nous le voyons en Hongrie, en Pologne, la Russie, encore une fois, on est tenté de parler de continuité entre la Russie impériale et la Russie soviétique et la Russie poutinienne. On le voit au Trumpistan, on le voit au Brésil, on le voit un peu partout. Donc, le problème est justement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que, voyant que la Turquie se durcit, que la Turquie devient de plus en plus autoritaire, est-ce que nous allons lier ça à une sorte de Sonderweg, un chemin à part, un chemin spécial qui définit la turcité, qui définit l'historicité turque, et par conséquent tomber ou risquer de tomber dans le piège d'une sorte d'essentialisme un peu orientaliste. Les Turcs sont méchants, les Turcs sont autoritaires, les Turcs sont tout ce que nous savons qu'ils sont. Ou alors, est-ce que nous allons essayer d'être un peu plus critiques et nous poser la question, dans sa propre période, d'une comparaison de la Turquie avec d'autres cas qui n'ont apparemment aucun rapport avec un certain parcours que l'orientalisme aurait attribué à la Turquie. Donc voilà un exemple typique, si vous voulez, d'un questionnement qui est nécessaire parce que justement c'est le propre d'une histoire dogmatique ou doctrinaire que d'insister sur un scénario sans se pencher sur d'autres possibilités, sur d'autres manières de voir le développement d'un certain phénomène politique, d'une certaine agence, d'un agencement politique, et c'est justement là que la question se pose. Donc, encore une fois, même si, et ça je le reconnais, en gros, mon article allait dans le sens d'une continuité que je voyais non pas comme une sorte de bond extraordinaire d'un exceptionnalisme à un autre, c'est-à-dire d'Abdülhamid à Erdogan, mais plutôt comme une continuité d'Abdülhamid aux jeunes Turcs, des jeunes Turcs aux unionistes, des unionistes aux kémalistes, des kémalistes à l'intervention ou à l'interventionnisme de l'armée dans la tradition post-kémaliste, et ensuite à Erdogan. Donc j'y voyais quelque chose qui est en puissance une particularité turque, une particularité d'une certaine politique, d'une certaine culture politique dont les racines seraient essentiellement ottomanes ou turques. Mais encore une fois, en mettant mon petit point d'interrogation à la fin, je suggère quand même que c'est là un débat à ouvrir et que c'est là quelque chose qu'il faut discuter afin d'essayer de comprendre l'histoire, de comprendre la complexité justement de ces relations extrêmement sophistiquées dont sont faits les récits historiques. Autre principe de base pour le travail historique que je présente ici, c'est ce que je disais entre l'équilibre d'un discours entre guillemets généraliste, avec des repères, des garde-fous chronologiques, une sorte de récit qui fait sens en quelque sorte, que l'on arrive à percevoir, à comprendre, et
des digressions, des cas d'études qui se penchent sur tel ou tel phénomène, telle ou telle époque, tel ou tel événement, avec beaucoup plus de précision et souvent allant à contre-courant de ce que dit le grand récit, le récit continu. Et ceux d'entre vous qui m'ont fait l'honneur d'assister à mon cours l'année dernière se souviendront peut-être que j'ai tendance à alterner entre le registre général et des cas particuliers. Je me perds volontiers dans des digressions, ou alors je prends des tangentes, des chemins détournés pour essayer de parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus pointu, mais qui, à long terme ou à moyen terme, peut se réinsérer, peut venir nourrir le discours plus généraliste qui, en gros, délimite le contexte général, le cadre général de mon cours. Et je pense que ceci est d'abord quelque chose qui est, d'un point de vue purement didactique, intéressant, notamment dans cette situation qui est quand même exceptionnelle. Le Collège de France, c'est particulier, ça n'est pas une université, c'est quelque chose où, et ça je reconnais que c'est extrêmement intéressant pour le professeur, j'ai en face de moi, à la différence de ce que j'ai à Istanbul, des gens qui viennent ici sans aucune obligation, sans qu'on leur torde le bras. Ils viennent ici parce que ça les intéresse, parce que ça les amuse, peu importe, c'est un choix. C'est un choix, mais cela veut dire aussi que le profil du Collège de France, du public du Collège de France, est un profil très complexe. Je ne saurais jamais qui d'entre vous a vraiment une connaissance de l'Empire ottoman qui lui permette de suivre, sans que je me lance dans des explications un peu plus fournies, certains des événements ou des phénomènes que j'évoque. Donc le défi, si vous voulez, pour moi, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de pouvoir vous donner des informations qui sont assez générales pour vous situer dans un domaine, une période ou un contexte qui ne vous est pas forcément familier, mais à la fois de vous donner une idée, de vous pousser dans la direction d'une recherche originale, quelque chose qui appartient justement à la mission du Collège de France, puisque, encore une fois, le Collège de France, ça n'est pas simplement des conférences généralistes sur un sujet que le professeur maîtrise. Le professeur est invité à partager sa recherche. D'ailleurs, c'est l'une des devises que j'apprécie le plus du Collège de France, celle qui est souvent reprise par l'administrateur, celle de donner une idée de la recherche qui s'y fait, donner une idée de comment la recherche se forme, ce que le professeur fait vraiment, non pas lui imposer une sorte de mission de synthèse et par conséquent de vulgarisation, si vous voulez, de son sujet, mais de présenter, de partager avec ce public des éléments de recherche qui sont originaux et qui appartiennent à son travail de chercheur et dont certains ne sont pas conclus, ne sont pas assez mûrs pour être publiés et font partie, par conséquent, de ses propres quêtes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant, puisque raconter une histoire, c'est bien gentil, mais discuter de quelque chose et évoquer des hésitations, des doutes, et essayer de faire voir un peu ce qui se passe en coulisses, ce à quoi je pense et ce que je pense faire dans un futur plus ou moins proche ou lointain, ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et c'est là vraiment que le défi est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, mais beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant pour le professeur.
Et encore une fois, un petit rappel de l'année dernière où, à un moment, je suis parti sur une digression concernant, certains s'en souviendront peut-être, d'ailleurs je trouve que c'est quand même un article assez amusant que j'avais rédigé sur la couleur du cheval blanc de Franchet d'Espéré. Alors bien sûr, c'est amusant, encore une fois, mais c'est très intéressant parce que grâce à cet article, ou en présentant cet article, j'ai pu vous parler d'un phénomène extrêmement concret et qui, pour notre discipline, est excessivement important, c'est-à-dire de savoir qu'il est risqué souvent de bâtir ces théories ou ces hypothèses sur la littérature existante en imaginant que tout ce qu'on y trouve est exact. En plus, et là vraiment, c'est une confirmation de ce que je disais au début, la couleur d'un cheval, c'est bête, c'est concret. On ne peut pas se tromper. Enfin, il y a probablement des... je ne suis pas un spécialiste de la culture hippique. Il y a des chevaux baies, etc. Bon, mais en gros, blanc, noir, bon, il y a quelques couleurs et on peut plus ou moins dire qu'un cheval est blanc ou qu'il ne l'est pas. Donc, encore une fois, il n'y a pas là une histoire excessivement intéressante. Et pourtant, puisque je vous rappelle que le fin mot de l'histoire, c'est que le cheval blanc ne l'était pas, et que toutes les sources, tous les livres publiés depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, évoquant cette entrée triomphale du général Franchet d'Espéré à Constantinople en 1919, toutes ces sources parlaient d'un cheval blanc. Et ce qui était intéressant, c'était de savoir d'essayer de déconstruire la manière dont ce mythe s'était construit. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça n'est pas la couleur du cheval, mais c'est pourquoi ce cheval était devenu blanc. Et je ne reprendrai pas l'histoire, mais on y découvrait un phénomène extrêmement intéressant qui était lié justement au nationalisme turc et à l'invention d'une légende qui allait dans le sens d'une victimisation suite à l'occupation de Constantinople par les Alliés en 1919. Et ça, c'est quelque chose, c'est une forme intangible, si vous voulez, qui vous permet d'analyser un phénomène que vous savez être nocif à votre discipline, mais qui en lui-même est excessivement intéressant quand il s'agit d'essayer de le comprendre, de le situer dans un contexte intellectuel, dans un contexte historique. Ça n'est pas le seul. J'avais fait, vous vous souviendrez, toute une présentation sur le plagiat d'un auteur ottoman au début du XXe siècle. J'étais tout fier, je le suis encore d'ailleurs, d'avoir découvert que Shahanizadeh Ataullah Efendi, Shahanizadeh pour les intimes, avait en gros plagier l'article « Histoire » de Voltaire pour s'en servir et en faire une introduction à son histoire. Mais ce qui était intéressant, ça n'était pas le plagiat lui-même, ça aussi c'est intéressant puisque ça s'inscrit dans l'inspiration ou l'admiration de l'Occident, mais ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'il en avait fait, qu'il l'avait complètement modifié de manière à le rendre compatible avec l'idéologie dominante de l'époque, au point de recevoir les félicitations de Mahmoud II, qui, on le sait, n'était pas un grand admirateur de Voltaire. Aucun Ottoman d'ailleurs, pour la bonne et simple raison qu'il ne l'avait jamais lu, mais surtout qu'il savait qu'il représentait le déisme, il représentait la révolution, il représentait toutes sortes d'idées qui étaient jugées extrêmement dangereuses du point de vue de la stabilité de n'importe quel régime, et en particulier du régime ottoman. Et là aussi, ce cas particulier, qui, encore une fois, est une goutte dans un océan de données historiques,
permettait de parler de manière assez précise des mentalités d'une certaine classe politique ou intellectuelle, de la manière dont ils voient l'usage qu'ils pouvaient faire d'un document qu'ils avaient pompé, qu'ils avaient cueilli en quelque sorte chez les Occidentaux. Là, ce sont des cas typiques de produits déjà finis que je vous ai présentés, mais ce qui rend la chose intéressante pour moi, c'est que j'en ai d'autres qui sont en gestation. Par exemple, ce que j'avais dit sur l'atlas de Mahmoud Raif Effendi en 1803, cet atlas parfait, mais dont une particularité me paraissait tout à fait irrationnelle, le fait qu'il avait traduit toute la toponymie du nouveau continent de l'Amérique, c'est-à-dire que pour Cape Fear, il avait utilisé Corcoburno, traduisant en quelque sorte littéralement les noms de lieux, la toponymie sur la carte. J'en avais déduit que c'était un usage, un excès de zèle qui prouvait qu'il voulait accéder à cette connaissance, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Puisque, encore une fois, mon argument est qu'un atlas, c'est quelque chose qui sert à bouger, à naviguer. Et par conséquent, vous n'avez aucune chance de naviguer sur la côte américaine en demandant aux indigènes où se trouve Corcoburno. Ça n'a pas de sens. Les Occidentaux ne le font pas lorsqu'ils publient des cartes de l'Empire ottoman. Ils ne s'amusent pas. Ils peuvent se référer à une toponymie antiquisante. Ça, bien sûr, et il y a une raison idéologique pour ça, mais sinon, ils ne vont pas s'amuser à traduire le Baba Burno en Cap Père. Ils diront Cap Baba, parce que ça a un sens, parce qu'il faut communiquer. Une carte qui ne communique pas, une carte qui n'a pas d'ancrage dans la langue, la culture du pays, de la région, de la géographie décrite, n'a pas vraiment d'utilité. Ça devient un exercice futile. Et à la même époque, je vous avais donné l'exemple de Jabi Ömer Efendi, chroniqueur, qui, lui, ne savait même pas que l'Amérique existait. Et qui, par conséquent, vous donnait une histoire, une sorte de légende que l'on arrivait à identifier comme le voyage des pèlerins de 1622, etc. Donc, toute la mythologie fondatrice de l'Amérique, mais tout ça sous le nom mystérieux de Malikan, qui, en aucune langue, ne correspond à rien, et par conséquent qui révélait le fait qu'un chroniqueur, donc pas le dernier venu, quelqu'un d'une certaine culture, à Istanbul même, avait ce trou de connaissances énorme qui était l'ignorance de l'existence même du continent américain. Et ce qui est intéressant, c'est de les mettre côte à côte. C'est-à-dire de voir que, d'un côté, vous avez un intellectuel épris de modernité qui s'engage dans cette mission autocivilisatrice qu'est la traduction des sources techniques, technologiques, militaires, médicales, etc., de l'Occident, afin de servir cette nouvelle mission qu'ont les Ottomans de développer leur connaissance des sciences et du monde. Donc, d'une part, vous avez ce type-là qui vous fait une carte parfaitement inutile, et de l'autre, vous avez un autre type qui, lui, vous écrit une histoire ottomane, une tarikh, dans la bonne tradition de la profession, et qui fait preuve d'une ignorance totale au sujet de quelque chose d'aussi gros que l'Amérique. Comment combiner les deux ? Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore rédigé, mais grâce à la discussion que j'ai partagée avec vous, c'est un projet que j'ai en tête d'un article que je vais essayer de terminer jusqu'en mars, pour essayer de voir comment ces deux exemples peuvent être utilisés pour parler, pour revisiter
une période que l'on associe un peu trop facilement avec une sorte de trajectoire linéaire, rectiligne. Voilà, on traduit de plus en plus, on s'intéresse de plus en plus, c'est vrai, mais ça n'est pas vrai aussi. Comment gérer ça? Et encore une fois, je n'aurai pas de réponse. Je ne pourrai pas dire que Mahmoud Raif Effendi représente la modernisation ou les premiers pas des Ottomans vers une certaine occidentalisation. Je ne pourrais pas dire non plus que Jabi Ömer Efendi représente une ignorance crasse qui caractérise le système ottoman à cette époque-là. C'est les deux. Et c'est ni l'un ni l'autre, c'est la combinaison, c'est la coexistence, et c'est là que ça devient des strates, en quelque sorte, de complexité qui ne peuvent être réduites à de simples connaissances. Évidemment, c'est vrai pour toutes les histoires. Mais encore une fois, je vous rappellerai que quand on parle des Lumières, vous avez des historiens, et j'ai évoqué Robert Darnton, qui est un excellent historien des Lumières, vous avez des historiens qui se sont penchés autant sur les textes, les grands textes de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, les monuments, si vous voulez, de ce que l'on associe avec les Lumières, mais qui se sont penchés aussi sur la réalité de la circulation des idées, en y incluant, grâce à des archives d'une richesse extraordinaire, notamment les archives de la Société typographique de Neuchâtel, qui y ont intégré toute une littérature secondaire, même tertiaire, d'un niveau, mais qui circulait beaucoup plus, qui était beaucoup plus vendue que Voltaire, et qui finissait par disséminer au sein de la population de l'Ancien Régime les idées de Voltaire, même si elles étaient dénaturées par le biais de la pornographie ou de la science-fiction, mais ça faisait partie justement de quelque chose que l'on arrive à comprendre puisqu'on arrive à le quantifier. Il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas bâtir l'histoire sur ce que l'on appelle le picorage. Le picorage, c'est-à-dire le choix de tel ou tel élément, tel ou tel événement, telle ou telle source, tel ou tel acteur qui serait significatif. Évidemment, tous sont significatifs, mais sont-ils représentatifs ? Font-ils partie de la majorité, d'une minorité, d'une tendance, d'une autre? C'est ça qu'il faut essayer d'explorer. Et malheureusement, s'il est vrai qu'en histoire occidentale, on a fait des progrès énormes depuis notamment les années 50-60, en histoire ottomane, on en est encore à des balbutiements dans ces cas-là. Et c'est ce qui m'intéresse. Par conséquent, plus que de faire de la synthèse, c'est de déconstruire, c'est de voir un peu, de secouer le cocotier, et essayer de voir ce qui en tombe. Et essayer de voir si l'on arrive à placer ces événements dans des tendances, des trends, comme on dit en anglais, qui pourraient nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans une société extrêmement complexe, extrêmement variée, et encore une fois, une société dont la plus importante caractéristique est qu'elle ne peut pas être réduite à une ethnie, une religion, une nation. C'est là le poids du nationalisme turc qui veut turquifier toute l'histoire ottomane, qu'il faut absolument évacuer afin de comprendre la complexité d'un empire. Je l'ai toujours dit, l'État-nation est d'une simplicité qui n'arrive pas à comprendre la complexité de l'empire. Et un empire, c'est très compliqué à comprendre. C'est quelque chose qui est multiple, qui est pluriel, pas pluraliste, mais pluriel. Et par conséquent,
nous n'avons même pas vu le début d'une compréhension de cette complexité, et ceci est encore plus grevé par le fait que nous nous penchons généralement sur des sources qui sont soit occidentales et externes, ou musulmanes, entre guillemets turques, et nous passons à côté de tout un monde qui est fait de Grecs, d'Arméniens, de Juifs et d'autres ethnies et d'autres cultures et d'autres religions dont la représentation textuelle est malheureusement infime comparée aux deux premiers. Donc le travail, c'est d'essayer d'exploser, en quelque sorte, d'imploser l'Empire pour essayer d'en examiner tous les recoins, toutes les complexités, toutes les complications. Je vais suivre avec un petit rappel chronologique. Encore une fois, je vous disais, la chronologie, c'est bête et méchant, mais c'est utile. Et je voulais simplement vous rappeler, en gros, la période que nous avons jusqu'ici évoquée, allant en gros du début du XVIIIe au début du XIXe siècle, 1720. Alors, je ne vous donne pas le détail des révolutions et des guerres. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette répétition de révolutions. C'est d'autant plus intéressant que, sous peu, dès la semaine prochaine, nous allons parler d'une grande révolution, celle qui a mené à l'abolition et à la destruction du corps des janissaires en 1826. C'est un phénomène extrêmement intéressant, extrêmement important, quelque chose qui, en quelque sorte, pose les fondements de la modernité ottomane telle qu'elle va se développer au fur et à mesure du XIXe siècle. C'est pour cela que j'ai choisi cette représentation assez cocasse des janissaires. J'aime surtout celui à droite qui a une attitude que l'on associe assez difficilement avec celle d'un guerrier. Il a l'air tout pensif bon. Mais c'est une représentation assez typique de quelque chose qui va disparaître en 1826 et qui va être remplacé par un ordre, par des systèmes, des uniformes, une uniformité qui va déterminer, qui va définir la manière dont les Ottomans veulent se transformer au XIXe siècle. Donc, cette chronologie qui va en gros de l'ambassade de Yilmaz Mehmet Çelebi à Paris en 1720 à la fondation de l'État grec. Encore une fois, c'est quelque chose qui clôture une période extrêmement traumatisante pour les Ottomans, la rébellion grecque et la défaite de l'Empire face à ces insurgés soutenus par une Europe qui est de plus en plus envahissante. C'est un phénomène qui va sceller en quelque sorte le destin d'un certain empire ottoman pour le forcer en quelque sorte à se transformer à travers la modernité en un empire moderne. C'est là que les Ottomans vont commencer à s'appeler Ottomans, à utiliser une terminologie, des concepts, des formats qu'ils empruntent à l'Occident. Donc, je vous ai mis là simplement pour vous rappeler en quelque sorte des dates, les décennies, avec plus ou moins la correspondance des règnes de cette époque-là, en sachant qu'avant Mahmoud Ier, vous avez Ahmed III, celui qui est associé avec ce que l'on appelle, sans beaucoup de sens, la période des tulipes, ce que l'on associe avec un début de velléité d'occidentalisation. Mahmoud Ier, Osman III, Mustapha III, Abdulhamid Ier du nom, Sélim IIIe du nom, celui
à qui l'on attribue le début de cette modernisation, de cette occidentalisation militaire et institutionnelle. Mustapha IV, un interlude de quelques mois entre le règne de Sélim III, qui sera tué par les janissaires, qui sera détrôné et ensuite tué par les janissaires, et puis Mahmoud II. Mahmoud II, le héros principal de cette modernité, de cette modernisation par le haut, modernisation autocratique, dont l'abolition des janissaires en 1826 est un des événements les plus marquants. Vous voyez que la troisième colonne, il s'agit d'événements marquants, si vous voulez, une chronologie un peu à l'ancienne, avec des guerres d'épée, guerre, épée, révolution et détrônement. C'est un peu le rythme d'un empire à l'ancienne, avec un sens qui est donné à la révolution, qui n'a rien à voir avec la révolution moderne telle qu'elle sera inaugurée par la grande révolution, comme les Ottomans à la fin du XIXe siècle appelleront la Révolution française. Je vous rappelle que révolution, dans le sens révolutionnaire du terme, un peu en émulation du modèle occidental, du modèle français, est une innovation de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Jusque-là, révolution est quelque chose qui se fait souvent par le haut. Il s'agit de révolution de palais, il s'agit de fronde, il s'agit de phénomènes qui ne sont pas ancrés dans une sorte de révolte populaire, mais plutôt dans des phénomènes beaucoup plus circonscrits qui appartiennent aux dynamiques de la modernité, de la modernité dans le sens français du terme. L'abolition des janissaires est quelque chose que les sources occidentales de l'époque appelleront une révolution. Et ce qu'ils appellent la révolution, ça n'est pas la rébellion des janissaires contre l'autorité du sultan, mais le fait que le sultan décide de se défaire une fois pour toutes de ses janissaires. Je vous rappelle aussi que l'État moderne, tel qu'on le voit naître au XIIIe, XIVe siècle, et tel qu'il se développe sous les monarchies absolues au XVIIe, XVIIIe siècle, cet État-là, il est révolutionnaire. La plupart des révolutions de la période moderne, c'est-à-dire la plupart des mouvements qui créent un changement radical de la société, ce sont des mouvements qui sont instaurés, qui sont provoqués par l'État. C'est l'État qui bouge, c'est l'État qui dérange. La plupart des révoltes sont des révoltes paysannes, et ces révoltes paysannes n'ont rien de révolutionnaire, elles sont au contraire généralement plutôt axées sur la préservation, la conservation du statu quo. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui compte énormément pour les populations modernes. L'État est en train d'entrer dans le domaine public avec ses gros sabots, avec sa fiscalité, avec son armée, avec la conscription des paysans, avec les tribunaux. Tout cela est un phénomène nouveau, extrêmement moderne, qui secoue toute la société et qui provoque des réactions qui sont, entre guillemets, réactionnaires, c'est-à-dire qui ne sont pas vouées à une sorte de révolution, rébellion de la société au nom d'un changement, mais au contraire, au nom de la préservation, de la conservation de l'état du statu quo. C'est pareil dans l'Empire ottoman. Il n'y a guère de révolution, il n'y a guère de révolution populaire avant vraiment la fin du XIXe siècle. Donc, ce qui se passe pendant cette période, c'est une politique, une situation politique, sociale et économique qui est essentiellement régie par les instabilités de l'État, qui essaye de gérer quelque chose d'extrêmement complexe, la survie d'un empire, et qui par conséquent est en train de faire des pieds et des mains pour essayer de gérer la complexité d'un territoire mal défini et de populations qui sont très mal contrôlées. Donc ne pas
confondre un empire ottoman avec un empire colonial du XIXe siècle. La technologie, les forces logistiques, le pouvoir d'un empire moderne, d'un empire pré-industriels sont extrêmement limités et par conséquent, il s'agit essentiellement de négocier, c'est-à-dire d'essayer de ménager les forces qui régissent certains groupes sociaux, militaires, économiques et d'essayer de survivre en négociant, en maintenant en équilibre ces forces sociales. Enfin, la dernière colonne, un rappel de certains thèmes sur lesquels je me suis penché l'année dernière. L'ambassade de Yilmaz Mehmet Çelebi, le paradis des infidèles, essayer de voir si vraiment on peut dire que Yilmaz Mehmet Çelebi, cet ambassadeur ottoman à Paris, est responsable d'une transformation radicale ou alors si il est tout simplement un phénomène, un épiphénomène dans un contexte beaucoup plus général auquel on ne peut attribuer un impact aussi radical que les récits modernistes le font. L'introduction de l'imprimerie, et je vous ai dit que l'imprimerie, c'est bien joli, et effectivement, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on part de la prédétermination et de l'impact que l'on attribue au modèle occidental, et par conséquent, on se dit, oui, effectivement, si l'imprimerie a complètement transformé l'Occident, c'est peut-être parce que l'imprimerie n'a guère démarré avant le XVIIIe siècle dans l'Empire ottoman, que l'Empire ottoman était, entre guillemets, en retard par rapport à l'Occident. Et encore une fois, c'est une vision extrêmement problématique puisque vous comparez l'incomparable sans même vous poser la question de ce qui est imprimé, ce qui circule, etc. Je vous avais dit que dans le cas de l'imprimerie de Müteferrika, il s'agissait de 30 ou 32 titres qui avaient été imprimés, chacun à 500 exemplaires. Comment imaginer qu'un tel phénomène superficiel va transformer cette société ? Et encore une fois, c'est ce qui va dans le sens de cet atlas que j'évoquais il y a un moment, un atlas qui est là parce qu'on veut avoir un atlas, mais qui en fait n'a pas de dissémination, d'impact sur la société parce qu'il n'est ni utilisé ni distribué de manière significative dans la société. Le comte de Bonneval, baron de Thot, ces agents externes, ces renégats qui participent à la modernité ou à la transformation ottomane au XVIIIe siècle, mais de manière extrêmement limitée, extrêmement superficielle. La mosquée de Nuri Osmaniye, je vous avais donné en particulier cet exemple d'architecture baroque, encore une fois en insistant sur le fait que le problème, ça n'est pas que cette architecture est baroque, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à trouver dans les sources ottomanes la moindre référence à quelque chose de différent dans ce bâtiment. Et c'est là qu'est le problème, parce que sinon, effectivement, si vous dites que c'est un bâtiment baroque, si vous arrivez à identifier ses origines italiennes, c'est très bien. Vous avez une sorte de liaison qui vous permet de poser la question de l'influence occidentale dans l'Empire ottoman. Mais tant que vous n'avez pas des voix internes qui vous disent ce qu'elles pensent de ce monument, qui vous disent qu'elles réagissent d'une manière ou d'une autre, négativement ou positivement, à l'adoption de ce style pour un bâtiment aussi traditionnel qu'une mosquée, tant que vous n'avez pas ces voix-là, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce que ce baroque représente dans les transformations de l'époque. Donc ça peut aller dans tous les sens. Le problème, c'est que c'est un discours qui est en général dominé par des historiens de l'art qui, eux, partent de la forme, de l'image, de la construction pour en tirer des conclusions. Mais ça ne me suffit pas.
si je n'arrive pas à entendre ce qu'en pensent les Kidam, les Constantinopolitains qui participent de cette transformation urbaine, de cette création de nouveaux objets. Enfin, vers la fin de ce tableau, les grands monuments de l'occidentalisation, de la modernisation par l'occidentalisation, voulue et consciemment axée sur la transformation de l'État, des structures de l'État et notamment de l'armée. Le fameux tableau des nouveaux règlements, je vous en avais montré quelques planches, très intéressant, et le texte est en français. Et il n'y a pas de version turque. Enfin, il y en a une qui n'a pas été publiée. Donc et ça aussi, c'est une question à se poser. Que dire d'un ouvrage qui a été publié par un fonctionnaire de l'État pour publié en quelque sorte pour vanter les nouveaux efforts de l'État et du sultan Sélim III, mais qui n'est publié qu'en français? Que dire dans ce cas-là de son sens dans un contexte ottoman? On comprend que c'est une publicité axée sur l'Occident, on essaye de se présenter à l'autre, mais pourquoi ne le fait-on pas à l'intérieur? Autant de questions qui, encore une fois, restent à l'état de questions parce que nous n'avons toujours pas de voix concrètes qui puissent nous permettre de répondre à ces questions. Les marbres d'Elgin, parce que je m'intéresse, et ça j'y reviendrai, parce que je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie et à certains moments forts de cette histoire, le Nouvel Atlas, je ne reviendrai pas là-dessus, et la fameuse lettre de Halet Efendi qui se plaignait de ce que tout le monde le traitait de pédéraste et qui, une fois à Paris, est tout d'un coup rassuré de voir que le palais royal est un nid de prostitution tant mâle que féminine, masculine que féminine, et qui écrit à ses amis au palais en disant oui, on nous traite de tous les noms, mais en fait, eux sont pires. Un document qui, pour moi, est exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un texte normatif, c'est une lettre. C'est une voix, c'est un texte qui n'a pas été filtré par un désir de publication. C'est quelque chose, c'est un de ces rares moments où vous entendez vos Ottomans vous parler et où vous pouvez, avec plus ou moins de sûreté, essayer d'interpréter, de comprendre leur état mental, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent face à une situation qui est de plus en plus tendue, de plus en plus inquiétante. Et vous y voyez donc plusieurs phénomènes. Celui d'un Ottoman qui n'est plus capable, comme les Ottomans d'antan l'auraient été, de se suffire à lui-même pour sa propre identité. C'est ça un empire à l'ancienne. C'est un empire qui est tellement nombriliste, tellement content de lui et qui par conséquent se suffit à lui-même, arrive à définir sa sexualité comme sa politique par le biais de sa propre culture et n'a pas à se soucier de ce que pensent les autres. Tandis que ce pauvre Halet Efendi, non seulement il est inquiet de savoir ce que les Européens pensent des Ottomans, et si, justement, hétéronormativité de l'époque, s'ils pensent qu'ils sont tous des pédérastes et des sodomites, mais en plus, il est inquiet de voir que ce sont, et c'est lui qui le dit, tous les Grecs du monde et tous les Arméniens du monde qui lui transmettent ce message négatif en provenance d'Occident. Donc vous y voyez l'orientalisme occidental, mais vous y voyez aussi la naissance d'un phénomène qui sera extrêmement important, celui de la cinquième colonne, celui de l'altérité qui est attribuée de manière politique, non plus religieuse, mais politique, aux Arméniens et aux Grecs, avec les conséquences que l'on sait à la fin de l'Empire. Donc, tout ça, c'est important, c'est intéressant, et encore une fois, c'est pris sur le vif
grâce à la lettre très naïve, très ouverte de ce bureaucrate ottoman à Paris. Ensuite, l'histoire de Shahanizadeh, je vous en ai parlé, au moment même où la Vénus de Milo est découverte, aucun rapport bien sûr, mais encore une fois, convergence de mes intérêts, d'une part, l'archéologie comme un de ces canaux de transformation et de transfert de culture et d'idéologie entre l'Occident et l'Orient, et la grande histoire politique que représente l'historien Shahanizadeh. Et enfin, les années 20, comme je vous le disais, et ça va être le sujet de plusieurs de mes leçons cette année, les années 20 qui sont faites de ce que j'avais appelé, je vous rappelle simplement la page de titre de ma dernière conférence l'année dernière, les défis du ou d'un nouvel ordre. Du nouvel ordre parce que c'est une référence à Nizam Jadid, le nouvel ordre qui est le nom que les Ottomans donnent eux-mêmes à cette transformation qu'ils veulent de l'Empire à travers la fiscalité, l'administration et l'armée, mais aussi un nouvel ordre, puisque c'est le post-1815, c'est le post-Napoléon, c'est le post-Révolution française, post-Congrès de Vienne, c'est un monde nouveau, c'est le début du XIXe siècle. Le XIXe siècle, bien sûr, il est long, on peut le faire commencer où on veut, 1789 si l'on veut, mais le XIXe, stable, un peu terrifiant dans son conservatisme, c'est le produit du Congrès de Vienne, c'est le produit de Metternich, c'est le produit de cet état de stabilité que l'on veut imposer à l'Europe à travers une sorte de police de tous les mouvements jugés dangereux par les grandes nations de l'époque. C'est le concert de l'Europe. Et vous vous souviendrez que le concert de l'Europe, il est obsédé par ce désir d'éviter tout débordement social, politique, tout mouvement nationaliste. Le nationalisme ne sera vraiment européen et du 19e qu'après 1860, après des acteurs comme Napoléon III ou Bismarck qui vont réinventer un nationalisme conservateur qui sera dirigé, manipulé par l'État et non par des révolutionnaires, des intellectuels, des bourgeois. À cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque du Congrès de Vienne, le nationalisme est un mouvement subversif qui trouve son soutien dans des classes moyennes, bourgeoises, petit bourgeoises, qui sont en gros révolutionnaires et qui ne rêvent que d'une chose, c'est soit de rétablir la Révolution française dans ses versions diverses et variées, et en tout cas de secouer le système, d'abattre le système des monarchies absolues qui ont été rétablies en 1815. Et il est surprenant de voir que alors que le Congrès de Vienne, alors que le Concert de l'Europe va effectivement travailler à étouffer toute velléité révolutionnaire en Espagne, en Italie, en Pologne, partout, il y a une seule exception, c'est la Grèce. Pourquoi ? Parce que la Grèce est un mouvement révolutionnaire, un mouvement national ou nationaliste qui s'insurge contre un non-européen, un État non-européen, l'Empire ottoman, et que par conséquent, c'est la seule exception à cette règle de conservatisme et de maintien de l'ordre de l'Europe post-1815. Donc un nouvel ordre, c'est un nouvel ordre en Europe dont les Ottomans ont déjà eu une idée pendant les guerres napoléoniennes, avec notamment le traumatisme de l'expédition d'Égypte, l'occupation de l'Égypte par Bonaparte,
Mais après 1815, ce nouvel ordre, il devient de plus en plus envahissant, de plus en plus encombrant, de plus en plus puissant, et par conséquent, pour les Ottomans, de plus en plus inquiétant, tout en étant un modèle qu'ils vont essayer d'émuler. C'est-à-dire que le gros de la modernisation ottomane va se faire sur un modèle qui est emprunté en particulier à la France, mais aussi à d'autres systèmes qui font partie justement de cet établissement, de cet establishment du XIXe siècle, l'Autriche, l'Angleterre moins, mais surtout la France et l'Autriche, et jusqu'à un certain point la Russie. Donc les années 1820, ce sont des années décisives parce que les Ottomans sont confrontés à ce phénomène nouveau, une Europe de plus en plus envahissante et de plus en plus inspirante à la fois. Ils vont être confrontés à un phénomène tout aussi nouveau et tout aussi inquiétant qui est celui d'une rébellion qui devient une guerre d'indépendance nationale. Eux qui sont habitués à des embrasements même pas populaires, mais des rébellions dans les provinces, dans toutes les provinces qui sont plus ou moins effectivement, efficacement matées manu militari. Pour la première fois, ils sont confrontés à une rébellion qui n'en finit plus et qui sera cette fois-ci directement soutenue à partir de 1826-27 avec la bataille de Navarin, directement soutenue par les grandes puissances de l'époque. Donc un nouvel ordre qui est de plus en plus menaçant et où il commence, et c'est pourquoi, encore une fois, l'archéologie est extrêmement intéressante, il commence à se rendre compte que les ruines d'Athènes ont un sens pour le philhellénisme, pour les Grecs, pour les Occidentaux qui se battent en Grèce contre eux, et par conséquent, ils commencent à avoir une vision de la modernité, de la civilisation qui est tout à fait différente, tout à fait nouvelle, et le plus important, dont les références sont de plus en plus étrangères, de plus en plus externes à leur propre culture. Et enfin, 1820, c'est l'Égypte. L'Égypte qui est un phénomène extrêmement complexe, une province qui a été conquise et occupée pendant 3 ans par Bonaparte et qui se détache de plus en plus de l'Empire avec à sa tête un gouverneur, le fameux Mehmed Ali Pacha, Mohamed Ali pour les Égyptiens, qui s'intègre de plus en plus avec l'Europe. C'est le début d'une sorte de course vers l'occidentalisation où les Égyptiens et les Ottomans vont essayer de rivaliser pour ce qui est de la maîtrise et de l'adoption de certaines formes occidentales. Donc, une décennie extrêmement mouvementée, et c'est pendant cette décennie que Mahmoud II va prendre cette décision, celle de complètement, radicalement et violemment transformer l'Empire en détruisant la tradition et en y supplantant une modernité. C'est un peu ce que représente l'événement, l'heureux événement, Vak Aya Hayriye, comme les Ottomans l'appellent, de 1826, c'est-à-dire la destruction et l'abolition des janissaires. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons nous pencher de plus en plus en détail sur cette période, sur, en quelque sorte, la gestation de cette décennie, les préparatifs de Mahmoud et ensuite le détail même de cette révolution étatique. Encore une fois, je vais digresser sur des documents et ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser en parallèle, en tandem et en parallèle, une documentation ottomane et une documentation française, toutes deux contemporaines, pour parler du même événement. Les archives de la Courneuve, les archives du Quai d'Orsay sont extrêmement riches en rapports et en correspondances politiques, diplomatiques entre Constantinople et Paris pendant les années 1820 et d'ailleurs pour la suite aussi. Et je me suis amusé à décortiquer tous les rapports
quotidien qu'envoyait l'ambassade de France à Constantinople, à Paris, pendant les événements de 1826. Et d'un autre côté, nous avons un récit un peu plus officiel, un peu plus local, contrôlé, celui de cet événement heureux, comme il l'appelle, et je vais essayer, autant que possible, pour vous donner une idée de justement la complexité de cette pluralité, pour essayer de parler de cet événement avec des sources qui convergent, mais qui, sur beaucoup de points, divergent. Pour les 5 minutes qui me restent, je vais vous annoncer le colloque de cette année, le séminaire de cette année. Vous vous souviendrez, ou certains d'entre vous se souviendront que le premier colloque que j'avais organisé l'année dernière portait justement sur mon violon d'Ingres, c'est-à-dire l'histoire de l'archéologie, et j'avais choisi, pour des raisons un peu évidentes, de parler d'un événement très particulier, celui de la découverte de la nécropole de Sidon en 1887. Pourquoi ? Parce que c'était un phénomène que l'on arrivait à conjuguer autour d'Istanbul, de Paris et de Sidon et du Liban. Et par conséquent, j'avais trouvé intéressant de pouvoir parler d'un phénomène dont les répercussions se ressentaient à ces 3 niveaux-là et dont les restes, les vestiges, y compris les sarcophages de Tabnit à Istanbul et le sarcophage d'Eshmounazor au Louvre, permettaient d'établir un parallèle à une période où les Ottomans essayent d'émuler, voire même de rivaliser avec l'Occident en matière d'archéologie. Ça me permettait aussi de ramener, de réunir des personnages extrêmement intéressants comme Renan et Osman Hamdi Bey autour de cette histoire. Cette année, rebelote, me direz-vous, je vais organiser un colloque autour, encore une fois, de l'histoire de l'archéologie, mais cette fois, je vais essayer de parler ou d'aborder une période beaucoup plus ancienne, celle justement des premières grandes découvertes archéologiques, des premières grandes acquisitions archéologiques, telles les marbres d'Elgin qui se trouvent aujourd'hui au musée, au British Museum, la Vénus de Milo, c'est-à-dire une période allant en gros de 1780 à 1830, une cinquantaine d'années pendant lesquelles le philhellénisme, la passion des antiques et les débuts de l'archéologie, doublés de diplomatie, d'orientalisme et de politique, vont commencer à mousser dans la région, au Levant. Et pour cela, je vais réunir un certain nombre de spécialistes que certains vous connaissez sûrement. Alain Schnapp a accepté d'être de la partie. Alessia Zambon, qui a travaillé sur Fauvel, ce fameux collectionneur qui avait un musée à Athènes au tout début du XIXe siècle. Yanis Hamilakis, que vous connaissez peut-être comme étant l'un des plus grands spécialistes, il est aux États-Unis à l'université Brown, c'est le plus grand spécialiste des archéologies prémodernes, c'est-à-dire de la perception des antiquités non pas par les archéologues, mais par les populations locales, à un moment où les archéologues commencent, avec leurs gros sabots, à entrer dans cette scène du Levant. Dufry Williams, qui était le conservateur en chef des antiquités grecques et romaines au British Museum et qui est un des grands spécialistes des marbres d'Elgin et donc de cette période de cueillette de chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Gonda van Steen, qui a récemment publié un livre extrêmement intéressant sur la Vénus de Milo et
sur le conte de Marcellus et la renaissance en quelque sorte des études grecques en France et en Europe, et enfin Irini Apostolou de l'Université d'Athènes qui, elle, va parler de l'influence des sociétés savantes françaises et européennes sur la formation d'une profession archéologique et de la législation en matière d'héritage et d'archéologie en Grèce dans les années 1830. Le thème, la période, le thème sont ainsi définis, mais ce sur quoi j'insiste particulièrement, c'est que nous nous intéresserons en particulier à la dimension locale de tous ces phénomènes. C'est-à-dire, ce n'est pas la carrière de la Vénus de Milo au Louvre qui nous intéresse, mais ce que l'on peut tirer de la dimension locale, des tiraillements entre les insulaires et le droguement de la porte, le droguement de l'amirauté et les agents consulaires français à l'époque de la découverte. Ce qui nous intéresse, ça n'est pas, encore une fois, la carrière ou la question de la restitution des marbres d'Elgin, mais le contexte précis de 1801 et avant qui a permis à Lord Elgin de s'arroger le droit de démonter les frises du Parthénon et de les emporter en Angleterre. Donc nous allons parler, Émilie Neumayer est quelqu'un qui a récemment publié un article sur les agissements archéologiques d'un pacha ottoman, le fils d'Ali Pacha de Yanina, Veli Pacha, pendant exactement cette période. Donc l'accent sera mis sur ce qui est en général absent de l'histoire de l'archéologie telle qu'elle est faite et écrite en Occident, c'est la partie locale, la partie orientale, qu'elle soit grecque, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit ottomane, étatique, qu'elle soit ce que l'on veut, mais qu'elle soit locale, afin d'essayer de voir si nous pouvons essayer de transformer, non que cette histoire sera réécrite, mais qu'au moins nous aurons accès à ce que j'appelle sans cesse des voix locales pour essayer de jauger, d'interroger la dimension locale du phénomène à la toute fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et je souligne, parce que cela a causé quelques problèmes la dernière fois, je souligne que certains des participants sont anglophones, et oui, il y en a encore, et que par conséquent, cette fois-ci, il y aura un système de traduction simultanée pour toute la durée du colloque. Je sais que c'est toujours... on imagine toujours que l'anglais passe partout. Ça n'est pas vraiment vrai. Et par conséquent, pour ceux que cela pourrait inquiéter en raison de leur expérience l'année dernière, je tiens à souligner que dans sa magnanimité et sa bonté, le Collège de France a décidé de nous fournir les services d'une équipe d'interprètes de conférences pendant la durée de cette journée. Petit détail, cette journée qui se tiendra le 28 mai 2019. C'est un mardi, si je ne me trompe. Donc voilà, je vous l'annonce. J'en reparlerai peut-être à la toute fin de mon cours. En tout cas, je vous dis encore une fois combien de plaisir j'éprouve à être ici de nouveau et je vous dis à vendredi prochain. Merci d'être venu.